Un océan de solitude et de ténèbres, la Gazette n'avait jamais connu de moment aussi triste que durant les jours et les semaines qui suivirent le procès d'Adriana Gosnave. La vérité avait brutalement éclaté, dévoilant au grand jour les très vilaines manœuvres dont Coralie Janezet s'était rendue coupable pour faire sombrer une innocente jeune fille qu'elle avait poussée aux extrêmes, dans le pitoyable dessein de lui arracher son cœur, un beau garçon noir d'une génération plus jeune qu'elle. Et toute la Gazette en pâlissait de honte. Des anciens du journal disaient savoir tout ce dont pouvait être capable Coralie pour arriver à ses fins. Ils n'avaient point oublié que, 13 années plus tôt, elle n'avait accepté d'être l'épouse du richissime publiciste Benoît Bernard Janezet qu'à la condition qu'il lui concédât 40% des parts de sa société et lui permit de rebondir, après son licenciement de France Inter, en finançant, quasiment clé en main, la création de La Gazette. Il s'interrogeait encore sur la disparition de BBJ, comme on appelait le sémillant publiciste dans les milieux sélects parisiens qu'il fréquentait avec une joie de vivre débordante. Il avait été retrouvé, poignardé à mort, au petit matin d'un hiver glacial, sur les pavés humides de l'étroite rue Saint-André-des-Arts. C'était en 1970, 2 années après son mariage avec Coralie. Ces assassins l'avaient trucidé proprement, sans laisser de traces derrière eux. La police avait fait chou blanc dans l'élucidation de cette sombre affaire qui ressemblait à un assassinat, un meurtre prémédité. La victime n'avait, de fait, aucune raison d'être en ces lieux, à moins qu'on ne lui eût donné rendez-vous, pour un piège fatal. Coralie n'en avait point été inquiétée. L'affaire avait d'ailleurs été finalement classée sans suite, après une année d'investigation sans résultat probant. Coralie Janezet n'avait vraiment pas porté le deuil de son défunt mari. Tout juste une huitaine après son enterrement au cimetière du Père-Lachaise et les funérailles sobrement organisées à sa mémoire, elle avait vite jeté aux orties les oripeaux noirs qu'on lui avait conseillé de porter car étant de circonstance, en la perte d'un être cher. Elle les avait troqués contre des vêtements qui lui seillaient à ravir, ses chatoyants tailleurs et robes haute couture. Benoît Bernard Janezet n'avait d'autre héritier que son épouse. Il était juif polonais d'origine. Avant qu'il ne fût francisé, son patronyme familial était Januszewski. Raflé en 1942 par la Gestapo, puis parqué durant d'épouvantables semaines au Vélodrome d'hiver, du 16 juillet au 5 août, sa mère, son père, ses 2 frères et sa petite sœur avaient fini leur jour dans un des fours crématoires d'Auschwitz-Birkenau. Benoît Bernard, alors âgé de 17 ans, avait échappé à l'Holocauste en ayant été caché, des jours durant, dans la cave des parents français et catholiques d'un camarade de lycée chez qui il était au déclenchement de la rafle. Coralie fut donc légataire unique de toute la fortune de BBJ. Elle en avait fait le meilleur usage, à son bon compte. Une partie de l'argent avait servi à agrandir, remettre à neuf et moderniser la vieille maison que lui avaient laissée ses parents, à Alizay. Elle avait racheté tout l'immeuble loué dans l'impasse de la Jonquière qui abritait les bureaux de La Gazette, l'unique bébé de sa vie. Et elle s'était attachée les services de journalistes, de commerciaux et de gestionnaires triés sur le volet pour amener La Gazette au plus haut niveau, dans un paysage médiatique des plus concurrentiels. Cette presse que Coralie avait confraternellement réussi à mettre dans son sac, dans les prémices de l'affaire Adriana Gosnave, ne lui pardonna pas ce coup de jarnac. Elle ne fut guère tendre à son égard. À cause d'elle, la Gazette fut vouée aux gémonies pour l'incroyable manque de professionnalisme dont elle avait fait montre. Sa patronne fut vilipendée à la une et dans les premières pages de quasiment tous les quotidiens et magazines hebdomadaires grand public. Coralie Janezet dépérissait à vue d'œil. Elle n'imposait plus à son corps les rigueurs sportives et alimentaires qui l'avaient maintenue jeune et vive, dans une admirable apparence physique, cette plastique de naïade qui en avait trompé plus d'un sur son âge véritable. Elle avait brutalement vieilli d'au moins une quinzaine d'années, et peut-être même bien plus. Des rides et des cernes étaient soudainement apparues sur son visage, aux commissures de ses lèvres et autour de ses yeux. Elle n'usa plus de crème ou de fond de teint pour atténuer leurs irréversibles marques, celles du temps qui passait inexorablement plus vite, envers et contre tous les artifices. Elle laissait son visage se déchirer,
en écho aux douleurs de son cœur meurtri par un amour impossible. Son esprit était tourmenté par les foudres qui lui tombaient sur la tête sous les coups cyniques d'une presse qui avait retourné contre elle sa meute de journalistes à scandale toujours prompts à fouiner dans les caniveaux nauséabonds de la vie des autres et à se ruer sur tout potentiel cadavre. Ces hyènes agissaient certes pour leur morbide plaisir. Mais elles étaient également et surtout au service du maître du jeu, un lectorat qui demandait Goulum du ragoûtant, du scandaleux et du saignant, à pleine page. La patronne de « La Gazette » ne rasait pas les murs. Elle gardait la tête haute, dans sa mise toujours impeccable et d'un raffinement difficile à égaler. Dans le hall d'entrée et dans le couloir menant à son bureau, au sortir de son ascenseur personnel, elle avait une allure grave mais fière, celle d'une femme digne malgré les circonstances. Les employés qu'elle croisait et ceux qui sortaient de leur bureau en percevant le bruit caractéristique de ses petits pas sur le carrelage, la saluaient obséquieusement, avec beaucoup d'égards, tout sourire, comme s'il ne s'était absolument rien passé de spécial. Mais Coralie Janezet n'était point dupe. Elle savait que toutes ces marques de respect et de courtoisie frisant la condescendance n'étaient que de façade. Elle était certaine que, dès qu'elle avait le dos tourné, ils étaient nombreux, dans son administration comme dans sa rédaction, à se gausser vulgairement d'elle. En petit comité conspirant à longueur de journée, à la documentation, au restaurant ou dans les bureaux, des tirs au flanc et autres bras cassés aussi nuls que menteurs et médisants, se moquaient allègrement d'elle, la traitaient de haridelle, de vieille putain à nègre, sortant leurs nauséabonds miasmes de leur bouche calamiteuse. La directrice générale de La Gazette finit par ne plus sortir de son bureau. Rompant avec un usage bien établi, elle ne dirigea plus les réunions de rédaction du matin et de l'après-midi. Elle laissa les différents rédacteurs en chef et la direction commerciale s'accorder sur le menu de chaque édition, la répartition des surfaces entre le rédactionnel et le publicitaire, les centres d'intérêt à valoriser en première page et le volume du tirage. Elle cessa également de se présenter au marbre, l'ultime étape du montage du journal avant sa mise sous presse. Une après-midi, une cartouche apparut, derrière son bureau, dans le terminal en plexiglas du réseau pneumatique à l'intérieur duquel circulait le courrier interne. Habituellement, elle ne recevait par ce canal que les articles sensibles qui requéraient sa lecture et sa griffe, son aval, avant publication dans le journal. Comme elle avait donné la consigne qu'on ne lui transmît plus un document par ce biais, depuis les événements, elle fut bien surprise et irritée d'en recevoir de la sorte. Elle ne décapsula le cylindre qu'au moment où elle s'apprêtait à appeler son chauffeur pour regagner son domicile, à Neuilly-sur-Seine, avenue Achille Peretti. Il y avait à l'intérieur une enveloppe aux couleurs de la France, à son adresse. Une lettre manuscrite en tomba quand elle l'ouvrit. Elle était signée « Alain Jouot et de Richard Ménard, les deux aiglefins qu'elle avait licenciés comme des malpropres, suite à l'affaire des fausses accusations de trafic de drogue à l'encontre de Mademba et de ses amis de la rue du Sénégal. » Le contenu de la missive était ignoble. « Madame la putain de la gauche caviar, vous qui avez souillé le pur sang bleu de la patrie en prenant le parti de la négraille et en copulant sans honte ni pudeur avec elle, vous ne faites que récolter tout le mal que vous avez semé. Nous savons que vous avez tué votre mari pour être là où vous êtes aujourd'hui. Vous nous avez sacrifiés pour assouvir vos instincts bestiaux de fornicatrice. Nous vous le jurons, vous ne l'emporterez pas au paradis. D'une manière ou d'une autre, vous allez payer pour vos fautes, toutes vos fautes. Vive la France. » Secouant tristement la tête, Coralie déchira la lettre en menus morceaux qu'elle jeta dans la corbeille à papier. Elle n'avait pu lui parvenir sans des complicités internes. Elle avait le sentiment de ne plus susciter que haine et animosité, jusque dans son propre univers, ce journal qui avait été toute sa famille, jusqu'à ce que le monde lui parût s'écrouler autour d'elle. Elle n'était pas en condition de remuer le couteau dans la plaie, d'ester en justice contre Jouot et Ménard qui l'accusaient encore de la mort de son mari, alors que jamais la moindre preuve de culpabilité ou de complicité, même lointaine, n'avait pu être trouvée contre elle. Un procès de plus ne ferait qu'attiser les foudres d'une presse aux abois, toute braquée contre elle et qui, par-delà sa personne qu'elle fragilisait,
cherchait à mettre à terre un redoutable concurrent, la Gazette. Elle était à genoux, pas loin d'expier un crime qu'elle n'avait ni perpétré ni commandité mais qui la rattraperait à chaque instant difficile de sa vie, et une faute qu'elle avait réellement commise par amour, un amour chimérique. Le mercredi 17 décembre 1981, lassée de Tours, Coralie se résolut à prendre du recul, à s'éloigner de Paris, anticipant d'une semaine les vacances d'hiver qu'elle avait coutume de prendre, de la veille de Noël au surlendemain de la Saint-Sylvestre. Elle fuit la capitale, ses odeurs, ses bruits, ses fureurs, ses rumeurs, ses certitudes et ses angoisses pour aller trouver refuge dans le calme bucolique de sa maison d'Alizay, dans les souvenirs de son enfance et de son adolescence, là d'où tout partit. Coralie passa un début de vacances paisibles au jour heureux, le matin à se promener dans les bois sous la bonne garde de Dietfried, son immense et taciturne homme de maison, le soir à relire des romans classiques, au coin du feu, près de l'âtre de la cheminée remise en activité pour le temps qu'elle allait passer là. Dans la matinée du 24 décembre, elle avait été se recueillir, un long moment, dans l'ancien cimetière de la Bourgade, sur les tombes mitoyennes de ses parents sur lesquelles elle déposa 2 bouquets de bruyère au ton mauvais rose. Le soir, elle avait été vue et reconnue par quelques rares connaissances à la messe de minuit célébrée en l'église Saint-Germain. Le lendemain à l'aube, elle rendit son dernier soupir, dans la solitude des draps soyeux du grand lit de la chambre où elle avait rejoint Mademba, un mémorable soir d'août. Elle s'était empoisonnée à l'alcool et au barbiturique, comme avant elle, tant d'autres femmes, au bout du rouleau compresseur du dépit amoureux, de la déprime et du désespoir. Coralie s'en était allée au petit matin de la Nativité, après une longue nuit sans sommeil, dans un océan de solitude et de ténèbres. La dépression immonde qui noyait son esprit avait fini par lui faire le geste fatal d'abréger les folles souffrances de son cœur torturé par un amour sans retour qui n'était plus de son âge et dont elle s'était ainsi libérée, à jamais. La presse parisienne qui n'avait point ménagé Coralie de ses piques et commentaires caustiques et acerbes, tout le long des semaines précédentes, se fit plus humaine, dans les éditions des jours suivant l'annonce de son décès brutal loin des tumultes de la capitale, dans la campagne normande où elle naquit et grandit. Le dimanche 27 décembre, les journalistes parisiens avaient massivement fait le déplacement sur Alizay, pour relater les funérailles de la patronne de la Gazette, avec toute l'émotion et la tristesse qui pouvaient entourer les adieux à une consoeur dont on avait admiré le professionnalisme jusqu'avant qu'elle ne sombrât. Rivalisant en grandiloquence, les journaux du lendemain portèrent tous au nu Coralie Janezay, celle-là même dont ils avaient concouru au suicide. Mademba n'avait pas été à Alizay pour les ultimes hommages à Coralie Janezay. Adriana Gosnave l'en avait dissuadée, car sa présence pouvait être très mal vue et interprétée en ces circonstances. Mais il était franchement en peine. Un sentiment de culpabilité l'étreignait depuis qu'il avait appris par Radio Luxembourg le geste fatal de Coralie. Mais devait-il se reprocher la mort de cette personne dont il avait refusé l'incompréhensible amour parce qu'elle pouvait être sa mère et parce qu'il en aimait une autre, et bien avant que leurs chemins ne se croisent? Adriana qui ignorait que Mademba avait eu une nuit d'amour à Alizay avec Coralie ne pouvait comprendre que l'esprit de son futur époux pût être assombri par la moindre ombre de remords. Malgré son mémorable coup d'éclat contre Coralie, l'impétueuse Martiniquaise avait prié pour le repos de son âme au paradis des bienheureux, en bonne chrétienne. Elle n'en pensait pas moins que le comportement de Coralie sortait de l'ordinaire. Elle était même persuadée qu'elle avait été sous l'emprise d'une force surnaturelle dont seule la mort pouvait la libérer. Son fond vaudouesque avait parlé. L'Africain qu'était Mademba pouvait comprendre et accepter cette explication métaphysique, en grattant à peine son vernis islamique.